comprendre et anticiper le comportement des audiences est un enjeu important pour les organisations culturelles. L'objectif de mutualiser les données de l'ensemble des organisations culturelles est de permettre à celles-ci de comprendre, de comparer et d'appliquer des informations sur l'audience, sur leur public. Mieux comprendre les besoins, les attentes et les comportements du public et, si possible, les anticiper à la clé. Pour parler de ce défi, 3 invités. Gabrielle Desbiens, elle est directrice générale de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui travaille sur 2 chantiers numériques majeurs en littératie numérique, des organisations et de mutualisation des données. Nous entendrons également Arnaud Nobile. Arnaud Nobile, qui est fondateur du site atuvu.ca et cofondateur de Culture Cible et chef de projet. Mais d'abord, nous commencerons avec une rencontre avec Viet Cao. Viet Cao, qui est directeur innovation et analytique de données chez Synapse C. Viet Cao, bonjour. Bonjour. Viet, quels sont les outils pour comprendre le comportement du consommateur? Donc, plusieurs outils existent. Tout d'abord, on est dans une perspective de données, donc on parle forcément de données. Pour cela, des données internes existent. Elles peuvent être générées finalement par toutes les interactions qu'un organisme culturel peut avoir avec son consommateur. On peut penser à de la vente de billets, du sondage, les usages sur le site internet, les réseaux sociaux, le comptoir, l'infolettre, une application, autant que l'imagination peut en procurer. De l'autre côté, il y a des données quand même externes, éventuellement donc des statistiques, d'autres sondages, une certaine veille qu'on peut faire. Et finalement, pour les mobiliser, ces données-là, donc des outils sont effectivement nécessaires. Donc on peut penser à un exemple très très simple, la base de tout, Excel par exemple, ou des outils plus sophistiqués, des services comme Google Data Studio, Power BI, qui permettent de traiter, visualiser, mais aussi automatiser des volumes de données qui sont toujours croissants. Vous m'amenez à ma prochaine question. Comment on peut mieux comprendre les différents types de publics, d'audience, des organisations culturelles, des participants à des événements culturels par des données? Donc la question résume bien, on peut parler d'audience, de public, etc. Il est certain qu'il y a différents types de publics déjà pour commencer. Il y a des visiteurs, des participants payants, non payants, etc. Donc déjà, tout simplement, on peut les décrire un petit peu par la nature de l'activité dont on parle elle-même. Un visiteur d'une exposition virtuelle sur un site web, c'est pas la même chose que le visiteur physique dans un musée, par exemple. Ensuite, en fait, pour mieux les comprendre, tout simplement, peut-être si on sait déjà ce qu'on veut savoir, c'est sûr que cela aide énormément. Et pour cela, souvent, il peut être intéressant d'avoir des descripteurs de ces publics-là, donc de les qualifier. Pour les qualifier, il y a différentes méthodes. Souvent, il y a une méthode plus temporelle, le cycle de vie, par exemple, de visiteur occasionnel au visiteur plus régulier, voire à l'abonné. On peut le comprendre de manière peut-être plus géographique, la consommation locale ou hyper locale du quartier vers de la ville, ou d'un point de vue touristique, l'excursionniste, le visiteur local versus le touriste peut-être de l'international. On peut vouloir le qualifier ou le décrire de manière plus en termes de ce qu'on appelle la psychographie, c'est-à-dire les intérêts, les valeurs, les attitudes des gens. Pour cela, donc souvent, ça va se relier plus peut-être avec des données qu'on n'a pas ou qu'on peut, entre guillemets, deviner par des réseaux sociaux, des profils, des choses comme ça. On peut aussi vouloir le comprendre par des descripteurs plus sociodémographiques, donc l'âge, la profession, le type de revenu, l'occupation. Des fois, on a un petit peu tendance à mêler tous ces descripteurs ensemble, puisque ça apporte plusieurs facettes et dimensions de compréhension. Enfin, plus simplement, il y a tout simplement le comportement. Si on reparle de données d'usage, comme on le mentionnait à la première question, par l'interaction même qu'on a avec l'activité, le public achète quel type de billets, s'il y a plusieurs catégories de prix, par exemple, à quelle fréquence, des choses comme ça. C'est sûr que cela aide à comprendre en fait donc les différents types de publics. Enfin, peut-être une dernière chose, si on est complètement décollé du public, qu'on veut le rattacher un petit peu aux lignes de produits là. Si par exemple, on est un diffuseur qui diffuse à la fois du théâtre, de l'humour, etc., on peut vouloir le comprendre en relation avec les types de produits. Ou par exemple, si je suis une librairie, je peux vouloir le comprendre par rapport à la consommation, je sais pas moi, de livres de jeunesse versus bande dessinée, etc. Donc c'est sûr qu'on peut vouloir comprendre le visiteur en lui-même, entre guillemets. Il devient plus intéressant de le comprendre en relation avec notre offre finalement. Quand on vous écoute, on se rend compte qu'on en génère de la donnée. En tout cas, il y a beaucoup de données qui sont générées. À savoir si on la génère, ça c'est une autre chose. Mais est-ce qu'il y a des bonnes données et des mauvaises données? Comment on fait pour faire un tri là-dedans?
Vous avez, le terme est parfait, c'est de faire le tri en fait. Justement, souvent on a le dicton que les informations, les organisations sont riches en données mais très pauvres en informations. Certains parlent même d'infobésité, là, on a trop d'informations et justement parfois ça crée un peu de confusion parce qu'au finalement on ne sait pas par où commencer ou qu'est-ce qui est le plus intéressant du moins intéressant. Donc, en fait, pour qualifier une bonne ou une mauvaise donnée, la réponse n'est pas universelle, ça dépend énormément encore une fois, je reviens aux besoins d'information. Si on sait déjà un petit peu, ou plutôt si on priorise les besoins, on peut peut-être un peu plus savoir qu'est-ce qui est intéressant de collecter. Dans une ère aussi où on est dans de la vie privée, de la transparence, le côté du minimum nécessaire, le projet de loi 64 a été adopté par l'Assemblée le 21 septembre 2021. Il est certain que plus on connaît le besoin d'information, plus c'est facile d'identifier la donnée que l'on veut rechercher et de la collecter, puisqu'on est capable de l'expliquer, d'expliquer pourquoi on veut la collecter, et même au mieux que ça, de comment on va l'utiliser. Parce que collecter de la donnée pour le plaisir de la collecter, on fait juste accumuler comme des bébelles là, dont on ne va pas se servir, ce qui alourdit en fait quasiment l'organisation. Donc encore une fois, donc, des bonnes données, c'est des données finalement dont on sait déjà d'une certaine façon l'utilité qu'on en a d'avance. Et comme ça peut permettre aussi d'avoir une bonne culture de la donnée. C'est-à-dire que soit une collecte de données n'a de valeur que lorsqu'elle est répétée dans le temps. Parce qu'on veut voir l'évolution de la photo. C'est comme un sondage. Un sondage peut avoir de la valeur en lui-même, mais encore plus de valeur lorsqu'il est répété. On l'a vécu dernièrement avec le Covid. On veut suivre l'évolution des choses plutôt que d'avoir juste une photo statique ou d'ailleurs le temps de prendre la photo et de mettre la scène a déjà changé en fait. Et quand vient le temps d'utiliser donc les données, comment on s'y prend? Vous le disiez, il y a différents outils qui existent, mais les gens qui font partie d'une organisation, qui nous écoutent, qui commencent, là, c'est le b.a.-ba, et ils se disent, bon, ben oui, on génère des données, c'est clair, on vous entend, mais par où on s'y prend pour commencer? Ben justement, c'est effectivement quasiment plus simple de commencer depuis zéro plutôt de composer avec un certain legacy en bon français. Là. Mais donc, en fait, si on a déjà certains systèmes qui génèrent déjà de la donnée, avant d'aller en chercher d'autres, on va commencer avec. Par exemple, de manière concrète, un site internet, on peut aller voir ce qui est généré via Google Analytics pour comprendre la fréquentation du site web, etc. Tout n'est pas, d'ailleurs, cela appelle à mieux configurer parfois. Est-ce qu'on veut un certain niveau de détail, par exemple sur la provenance géographique? On veut le comprendre juste au niveau des pays, ou peut-être plus de la province, ou même de la ville. C'est des petites choses comme ça. Ou en fait, d'ouvrir le capot, entre guillemets, de la machine, on peut permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a sous le capot, et qu'est-ce qui manque aussi, en fait, finalement. C'est un petit peu comme les publics aussi. On veut comprendre le consommateur, mais finalement, pour avoir un indice sur le non-consommateur. Ensuite, donc, à partir de finalement une espèce d'inventaire de qu'est-ce qu'on a à disposition, on peut peut-être comprendre en fait toute l'ampleur de la tâche qui nous reste à accomplir. C'est-à-dire, est-ce que la donnée est bonne? Est-ce qu'il y a des trous? Dans ce cas-là, cela informe sur des bonnes pratiques de collecte. Est-ce qu'il y a certains champs qu'on devrait rendre plus obligatoires lors de l'inscription des choses comme ça? C'est sûr que si je vais au théâtre, c'est pas remplir une demande de passeport, on s'entend là. Donc on veut faciliter la vie de l'usager, mais cela permet d'arriver à un bon compromis entre pourquoi on collecte et d'avoir de la qualité sans de trous là, de ne pas avoir un gruyère. Et avec des bonnes données, on peut aussi espérer de bonnes analyses. Sur, par exemple, une autre question qui est plus émergente, par exemple, les questions de diversité, d'inclusion, c'est sûr que de poser des questions sur peut-être même l'âge, de manière générale, l'âge, le sexe de la personne, et voire même on va dire la communauté d'appartenance ou la race, entre guillemets, c'est vraiment sensible. Mais encore une fois, si on est capable de l'expliquer pourquoi on peut faire ça, pour améliorer le service, pour diversifier, pour être plus inclusif, plus accessible, etc., je pense que c'est typiquement un bon exemple de données qui peut être très très sensible de demander, et on peut se retrouver sur deux situations. Soit les gens ne vont juste pas la fournir parce qu'ils n'auront pas compris le besoin ou le bénéfice que ça crée pour l'organisation et indirectement pour la personne elle-même finalement. Soit justement ce sera rempli et on crée vraiment un engagement finalement des consommateurs. On leur demande quelque chose, il est certain qu'ils en attendent d'une certaine façon un certain retour. Avec ces données-là, après justement légation obligatoire, optionnelle, on peut en fait répéter la collecte comme je le mentionnais, mais surtout aussi avoir une bonne hygiène de données dans le temps. Encore une fois, ne pas accumuler de la donnée pour rien et ayant entre guillemets une bonne idée de qu'est-ce qu'on a comme ingrédient dans le frigo entre guillemets. Comme ça, on se concentre sur les bonnes recettes plutôt que de chercher toutes les recettes possibles et imaginables. Donc vraiment, l'idée c'est vraiment de commencer petit justement et itérer avant d'aller trop loin, trop vite, parce que c'est très très facile dans le monde de collecter énormément de données et finalement plus se perdre dans la collecte plutôt que d'en tirer quelque chose.
Et la deuxième partie, donc de valoriser, c'est sûr que ça requiert certaines ressources. Tout simplement, déjà, l'idée de la valoriser, c'est de la transformer en information, parce que finalement, c'est pas de la donnée qu'on veut, c'est de l'information utile. Et pourquoi? Donc, ça peut être à divers niveaux. Est-ce que c'est pour améliorer l'efficacité opérationnelle? C'est pour de la prise de décision stratégique? Il est certain, encore une fois, que si on sait comment on veut l'utiliser derrière, bah, cela va quand même orienter sur comment on va le valoriser. Est-ce que c'est dans un rapport, un tableau de bord? Et aussi comment finalement on propage cette information-là. Parce que de même que la donnée finalement ne parle pas toute seule, entre guillemets, l'information elle-même, lorsqu'elle est constituée, ne va pas se diffuser toute seule. Elle a plus de valeur, encore une fois, lorsqu'elle est diffusée de manière pertinente, que ce soit donc aux partenaires, aux bailleurs de fonds. Souvent, en fait, finalement, la donnée n'est jamais qu'un moyen, entre guillemets, à incorporer un processus. Et est-ce que ce processus-là, c'est de la reddition, de la prise de décision, de la communication? C'est un petit peu à cela qu'il faut rattacher cette tâche qui paraît très technique, mais qu'au final n'est jamais qu'un moyen qui sert un besoin organisationnel plus, entre guillemets, courant, entre guillemets. Puis je présume que quand on regarde les données, quand on les valorise, il y a besoin aussi d'une contextualisation. Tout à fait, et justement, c'est là que souvent il faut jumeler en fait entre guillemets les personnes les plus proches de la collecte de données, parce qu'elles savent les conditions, le contexte de la collecte. Pourquoi c'est par exemple pas complet, pourquoi on a catégorisé certaines choses d'une certaine façon, par exemple. Par exemple, je sais pas moi, des spectacles, on peut si par exemple il y a une discipline qui est variété, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que variété des organismes, c'est peut-être pas la même chose que dans un autre organisme. Ou la discipline de jeunesse. Est-ce que ça s'arrête à 15 ans chez moi, alors que dans notre organisme, c'est de 8 à 12 ans, des choses comme ça. Donc ça permet de bien l'interpréter et de contextualiser aussi de comment ce sera mobilisé. Ça permet aussi donc de ne pas prendre entre guillemets de mauvaises décisions. Et encore une fois, les données, ou voire même l'intelligence artificielle ou autre qu'on pourrait vouloir, sur lequel on voudrait bâtir les données, ne sont jamais qu'un moyen. Et c'est toujours entre guillemets l'humain à la fin qui a une prise de décision. Et souvent d'ailleurs, je dis souvent que les données, parfois, ça va rien nous apprendre. Ça va juste renforcer des intuitions qu'on avait déjà, mais elles auront cette fois une meilleure assise, entre guillemets. Et parfois, à l'inverse, on va peut-être apprendre à voir quelque chose qu'on n'avait pas vu. Mais dans tous les cas, c'est surtout pour... en fait, on génère de l'information à communiquer à un être humain à la base et pas une machine à l'autre bout du fil non plus. C'est important de se le rappeler, ça. En terminant, est-ce qu'il y a des conditions pour favoriser une meilleure analyse des audiences? Est-ce qu'il y a des conditions qui sont minimales pour arriver à favoriser une meilleure analyse des audiences? Oui, sans prétendre à l'exhaustivité, il est certain qu'on a déjà parlé de transparence tantôt, donc d'avoir juste les données pertinentes, le plus utile possible, dans un certain respect de la vie privée, encore une fois, toujours. Ça crée vraiment une relation de confiance aussi, puisque, encore une fois, si on veut maintenir la valorisation des données dans le temps, mais aussi la génération des données dans le temps, puisque le milieu culturel en particulier est très très dynamique, les choses changent beaucoup, les contextes changent beaucoup, les technologies, la créativité. Donc c'est dans ce sens-là que c'est intéressant d'avoir des données, mais qui reflètent d'une certaine façon la bonne situation. De l'autre côté, il est certain qu'il y a un certain investissement et des ressources à avoir, donc il faut avoir du temps pour apprendre en continu, parce que les outils changent, les données changent, même les réseaux sociaux changent tout le temps, entre guillemets là. Il faut pouvoir s'adapter un petit peu à ça. Et pour ça, donc c'est sûr que pour développer une certaine expertise des données, il faut la développer un petit peu en interne, parce que quelqu'un de l'externe, même si on prend un consultant, ne pourra jamais être au fait du contexte d'affaires comme s'il était à l'interne, mais sans pour autant que les personnes de l'interne deviennent des ninjas de la donnée, entre guillemets. Et à l'inverse, pour peut-être les consultants externes ou les tiers, peut-être de bien comprendre le domaine d'affaires. Et ça requiert vraiment un dialogue, et en ce sens-là, quasiment peut-être des nouvelles compétences, jusqu'ici qui n'étaient pas nommées comme ça, mais de gouvernance de données. Parce que finalement, si on crée un partenariat de données, c'est-à-dire de faire un mariage entre ceux qui ont la capacité, ceux qui ont les données, ou ceux qui ont des données et ceux qui ont d'autres données, ça requiert forcément de configurer certains partenariats de données. Ça ne veut pas dire les échanger, les diffuser ou les vendre, mais en tout cas de les diffuser à des tiers pertinents. Et pour ça, ça demande des capacités de bonne gestion de la donnée. Enfin, peut-être, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, dans le côté, on va dire, littératie avec des guillemets que je fais avec mes mains en l'air, c'est sûr que d'avoir la capacité d'expliciter les besoins d'affaires en lien avec des données, ce n'est pas toujours évident. Et tout en se laissant une certaine capacité d'innovation,
puisque des fois, on n'a pas encore les données qui pourraient nous servir, et à l'inverse, on a des données dont on n'avait pas vu un usage immédiat, mais qui par la suite peuvent l'être. Et c'est vraiment de cultiver un petit peu cet espace de petit flou, encore une fois, toujours dans le respect de la vie privée, mais en laissant de la flexibilité à l'innovation, pour ne pas, entre guillemets, s'enfermer dans purement ce que la donnée peut faire et rien d'autre, et ce qu'elle ne peut pas faire. Viet Cao, merci d'avoir partagé vos réflexions sur l'utilisation des données pour mieux comprendre les audiences. Merci beaucoup. Arnaud Nobile, bonjour. Bonjour Bruno. Arnaud, comment Culture Cible compte mieux comprendre les audiences avec son approche du Data Co-op Culture? En fait, le projet Data Co-op Culture s'adresse pas uniquement à Culture Cible. Là, l'objectif pour nous est de mettre en place une technologie qui va pouvoir en fait collecter certains types de données. Donc, quand on parle de données, le terme est large, mais donc l'idée c'est de comprendre ce que vont faire des internautes sur des sites web culturels, donc entre autres les sites du réseau Culture Cible, mais pas seulement. Je pourrais revenir un petit peu plus en détail après là-dessus. Donc l'idée c'est ça, c'est de ramasser des données de navigation, et à partir de ces données de navigation, un peu comme font les GAFAM, de pouvoir essayer de dresser un portrait en termes d'intérêt culturel de l'internaute. Donc l'idée c'est d'analyser des comportements de navigation, donc qui peut être de la navigation simplement de lecture, par exemple, sur nos plateformes culturelles, donc sur le site datuvu.ca ou de sortu.ca, qui sont membres de la coop, ou d'autres sites de la coop. Donc, si quelqu'un va lire une section qui parle de jazz, on va être capable d'identifier que cette personne s'intéresse au jazz. Donc, l'idée étant au gré des navigations de l'internaute, de pouvoir dresser un profil et de pouvoir le segmenter en fait ensuite ultimement. Donc ça c'est parce que le projet Data Co-op, c'est pas juste de mieux comprendre les audiences, c'est de vraiment pouvoir dresser des segments pour faire de l'activation marketing. Donc là actuellement il y a beaucoup de projets là qui tournent autour de la compréhension des audiences. Nous c'est vraiment au niveau de l'utilisation dynamique des informations là qu'on veut se positionner avec ce projet. Avant d'aller plus loin, parce que je vous ai entendu donner un exemple, mais si je vous demandais de me donner différents types de données que vous désirez aller récupérer. Écoutez, les données, ça va être déjà de la donnée qui n'est pas personnelle, qui n'est pas personnelle dans le sens où on va pas avoir d'informations personnelles comme de nom, de numéro de téléphone ou d'adresse courriel. Donc ça c'est une première chose, en tout cas pour ce qui est des données de navigation. Les données, ça va être, il va falloir quand même qu'on puisse identifier un individu, donc il va y avoir un ID quelque part qui va être généré, donc on veut pouvoir identifier l'individu pour pouvoir le recibler marketingment parlant par la suite. Les autres informations qu'on veut collecter, ça va être, comme je vous l'ai dit, des préférences en termes de spectacles, d'événements, d'artistes, en termes de consommation culturelle. Donc si on est capable d'aller jusqu'à une transaction, de savoir ce que la personne à acheter, mais pas seulement au niveau de l'achat, comme je vous le dis, donc ça va de la consultation jusqu'à l'achat. Donc ça, une des premières parties du projet Data Culture, c'est de ramasser ces informations-là. Donc là, il y aura les pages web qui auront été consultées, il y aura des informations qui peuvent être captées par un script sur ces pages web, et donc ça, c'est un premier objet là de données qui seront collectées. Mais juste pour vous situer un petit peu plus le cadre du projet Data Co-op, c'est qu'on va pas collecter. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est pas simplement collecter des données de navigation à l'aide d'un script. On veut aussi permettre à des organismes culturels qui ont des données transactionnelles ou des CRM de pouvoir les importer également dans cette base de données pour pouvoir les croiser avec des données de navigation. D'où vient l'idée du Data Co-op Culture?
En fait, l'idée vient du fait que nous, en tant que coopérative de médias culturels, on a des concurrents qui nous grugent des revenus publicitaires, qui sont Google, Facebook et les autres GAFAM, qui ont accès à tout un tas de données pour faire du ciblage marketing. Donc, pour pouvoir intéresser des annonceurs et puis pouvoir faire du ciblage marketing, il faut qu'on puisse collecter des données pour pouvoir faire des segments marketing. Et nous, ensuite, à partir de ces segments, faire du ciblage. Donc jusque-là, ça, c'était des technologies qui étaient réservées à des gros joueurs. Et là, on a eu la chance, nous, on collabore, on a partagé les bureaux avec une boîte de technologie qui s'appelle Technologie Osium, qui fait de la veille technologique pour le milieu culturel et qui a identifié une technologie qui était accessible, et ils nous ont, en brainstormant avec eux, ils nous ont dit, pourquoi ne pas essayer, nous, de mettre en place une plateforme marketing qui collecte des données comme ça pour optimiser des campagnes pour votre réseau. À la réflexion, ensuite, on s'est dit, mais l'avantage des GAFAM, en fait, c'est quoi? C'est le volume. C'est-à-dire que le pixel Facebook ou le script Google, ou il y a d'autres tiers là qui, dès qu'on installe un script qui est gratuit sur son site en général, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui ramasse de la donnée. Donc ces joueurs-là qui offrent des outils gratuits à l'échelle de la planète amassent une quantité phénoménale de données, et nous on se dit, bon, il faut que nous aussi, pour qu'on puisse faire du ciblage marketing intéressant, il faut qu'on puisse amasser une quantité de données suffisante. Le réseau culture cible, c'est bien, on est 5 sites, mais c'est pas forcément suffisant. Puis on est déjà assez niché. Donc l'idée était de dire, il y a un écosystème culturel numérique, il y a des salles de spectacle qui ont des sites web, il y a des billetteries qui ont des sites web, il y a des artistes qui ont des sites web, il y a des labels, il y a tout un écosystème numérique culturel. Donc l'idée était de dire, si on réussissait à fédérer à aller collecter des données non pas seulement sur une plateforme, mais sur tout cet écosystème numérique culturel québécois, on pourrait avoir une masse de données intéressante sur un consommateur potentiel de culture québécoise. Donc l'idée de mutualisation est venue là, et de dire une technologie puis utiliser de la donnée seulement sur une plateforme ou sur un site, on n'a pas suffisamment de volume, mais en mutualisant ces données, on pourrait permettre au milieu culturel, en fait, d'avoir un outil, d'avoir accès à ses propres données, donc de manière plus transparente aussi. L'objectif, c'est d'être plus transparente que les compagnies de marketing ou les GAFAM qui souvent collectent des données et puis ensuite font payer pour qu'on puisse utiliser ces données. Donc nous, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut faire ça à notre échelle, à une échelle locale, pour le milieu culturel, et voilà comment le projet est né. Et là, à l'exception des GAFAM, on s'entend là. Est-ce que ailleurs dans le monde, vous connaissez une telle approche pour le secteur culturel? Pour le secteur culturel, non. Il y a des approches, bien sûr, il y a des agences, des régies publicitaires ou des agences marketing qui font ça, parce qu'en fait, la technologie qu'il y a derrière ça, c'est ce qu'on appelle une DMP, hein, donc c'est une base de données marketing. L'approche coopérative que nous voulons faire, elle n'est pas, à mon sens, non, je n'en connais pas pour faire du ciblage marketing dans le milieu culturel, non. Nous, Osium Technologies a identifié une technologie française qui va être adaptée ici, donc ils vont adapter cette technologie-là qui est d'une entreprise française qui s'appelle Gigs, donc qui eux ont des clients en France qui utilisent cette technologie-là, mais ils l'utilisent, ça va être un festival, par exemple, qui va l'utiliser pour ses propres besoins. Mais encore là, on n'est pas dans la mutualisation, là. On n'est pas dans la mutualisation. Donc, nous, on va partir de cette base, et Osium Technologies va avoir pour mission là d'adapter cette technologie-là pour justement faire ce qu'on appelle des DMP privés, donc des bases de données marketing qui pourront être utilisées à un niveau personnel, là, donc un festival qui veut vraiment faire des choses juste à partir de ces données pourra le faire, mais pourra aussi avoir accès à des segments marketing qui utilisent les données du réseau. L'intérêt de la mutualisation, c'est d'aller chercher
plus de données par différents partenaires. Puis de l'autre côté aussi, c'est partager cette information à travers les partenaires comme ça. Mais concrètement, quel avantage les organisations culturelles ou même les magazines culturels pourraient en tirer de ces informations-là? Ah ben concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est faciliter l'accès aux consommateurs de culture. Nous, en tant que médias numériques, nos clients sont des gens qui veulent rejoindre des publics précis. Et donc, un des challenges au niveau du marketing numérique, c'est surtout dans le milieu culturel où les budgets sont limités. Donc, c'est de dire avec un budget limité, comment je peux toucher vraiment mon cœur de cible. Donc c'est vraiment le ciblage là, qui va être la force. Donc nous, le pari qu'on fait, puis l'expérience de l'entreprise française dont je vous parlais est encourageante pour ça, c'est de réduire en fait les coûts marketing pour de la conversion au niveau de l'achat d'un produit culturel. Et donc le pari qu'on fait, c'est qu'on va faire mieux que Google et Facebook en termes de ciblage. Parce que les ciblages qui sont permis pour l'instant avant il y avait des ciblages qui étaient beaucoup plus précis, qui étaient permis par ces plateformes-là. Avec tous les scandales qu'il y a eu, c'est de plus en plus difficile quand on est un annonceur de cibler spécifiquement là une clientèle très 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 limitée. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est redonner cette capacité, c'est donner cette capacité-là au milieu culturel. Quelqu'un qui veut cibler un amateur de musique électronique à Chibougamau, regarde, s'il y a 30 personnes, nous, ultimement, ce qu'on aimerait, c'est que ces 30 personnes, on les identifie, puis que le budget marketing qui soit utilisé pour rejoindre ces 30 personnes soit le plus réduit possible. Donc, si on est capable de réduire le segment où on veut investir de l'argent au niveau marketing, les coûts de publicité numérique vont diminuer. Donc, et ça, c'est le premier aspect. Puis l'outil qu'on veut développer aussi, c'est un outil qui veut permettre pas seulement la segmentation et le ciblage, mais aussi l'activation de campagne en mode self-service. Donc, un outil qui est très facile d'accès. Donc, ça, c'est une autre facette qu'on veut mettre de l'avant pour concurrencer les GAFAM, parce que actuellement les outils pour faire de la publicité numérique et rejoindre des audiences sont relativement compliqués. Là, c'est des usines à gaz, ou si on les connaît pas, on peut dépenser beaucoup d'argent sans rejoindre son objectif marketing. Donc il y a des agences qui se font des intermédiaires, donc il y a énormément de coûts. Et dans le milieu culturel, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Et peut-être les plus gros joueurs peuvent se le permettre, mais la plupart des joueurs, soit des salles de spectacle ou des festivals, ne peuvent pas se permettre d'engager ces agences. Donc ils essayent de le faire du mieux qu'ils peuvent eux-mêmes, mais parfois pas de façon optimisée. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un outil qui va être simple d'utilisation, avec des segments pointus qui seront déterminés par rapport à ces données mutualisées. Arnaud Nabil, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de Data Coop Culture. Je vous en prie, Bruno. Merci beaucoup. Gabriel Desbiens, bonjour. Bonjour. Gabriel, quels sont selon vous les défis des organisations culturelles actuellement là, dans la compréhension de leur audience? Les défis dans la compréhension de l'audience. Je crois que le milieu culturel cherche à s'adresser à une grande diversité de personnes, d'auditeurs, d'auditrices, bref, de personnes qui vont participer ou consommer, entre guillemets, là, c'est l'offre culturelle. Et je crois que cela représente des défis là, dans la capacité de s'adresser à un public qui n'est pas nécessairement familière avec des terminologies des fois ou des façons de présenter des concepts, des projets, l'art qui est un acte de communication d'une certaine façon. C'est pas évident de parler à tout le monde ou de le faire en bloc. Donc à ce niveau-là, il y a toujours des solutions, des processus de médiation culturelle là, qui sont bien ancrés dans le milieu de la culture au Québec, entre autres. Mais je crois aussi que rejoindre certains publics ne se fait pas par des manières qu'on utilise depuis longtemps,
Donc, toute l'adaptation, la capacité des organisations de s'adapter puis de trouver des moyens qui vont permettre de rejoindre ces publics-là qui sont moins habitués de fréquenter en personne ou de consommer la culture de façon plus traditionnelle, disons. Je suis curieux, vous dites les moyens traditionnels. Dans votre tête, vous avez quoi quand vous pensez à des nouveaux moyens? Des nouveaux moyens, ben c'est peut-être le numérique, pour ne pas nommer cette chose-là, des nouveaux moyens. En fait, je saurais pas peut-être les énumérer, mais c'est peut-être une question à partir des publics, c'est plus facile de l'amener dans cette idée où comment on rejoint les jeunes aujourd'hui, comment on s'adresse à ces jeunes-là qui consomment la culture de façon très différente sur les plateformes, sur un petit écran, un petit ordinateur qu'on met dans nos poches, comment on rejoint quand on est une galerie d'art, quand on est une bibliothèque, comment on peut attirer ces jeunes-là ou être en relation avec eux. Puis, si on veut, cette idée-là du dialogue, puis de l'approche, puis comment la culture peut être partagée, puis contribue à leur éveil dans le monde, puis à leur capacité de percevoir ou de critiquer, là, dans le sens constructif, le monde qui les entoure. Tu sais, je crois que c'est ça. Puis est-ce que le numérique, c'est une solution? C'en est probablement une, mais il y en aurait certainement d'autres aussi, là, mais j'irai là pour l'instant. Ben, en ce sens-là, comment les données, on va rester dans le domaine du numérique, là, comment les données peuvent aider les organisations culturelles à mieux comprendre leur audience? Je crois que une donnée, c'est une information, mais quand on est capable de jouer avec, de comprendre le potentiel d'usage, puis la capacité de croiser ces données-là, de les faire se parler entre elles, de dresser peut-être des portraits ou de spécifier certains éléments, de diriger, je crois que ça permet d'envisager ou d'être créatif dans des solutions pour parvenir à toucher. Je ne sais pas si des données, si on se figurait, quand on pense à... En tout cas, peut-être aussi que j'ai pas une vision si innovante que ça, mais moi, c'est toute l'idée du chemin, de la connexion, un peu comme des neurones qui dressent un chemin puis qui arrivent à toucher un lieu ou un point précis. Donc, je vois que ces données-là, en les travaillant, en les connaissant, en sachant comment les faire parler, dans le fond, on est en mesure de dresser, d'avoir un aperçu, puis de mieux se projeter, puis trouver des stratégies pour y arriver. J'imagine, là, mais je suis pas une spécialiste. Hein. Mais je présume que si on veut faire ça, il faut d'abord savoir où on veut aller, il faut avoir un but. Certainement. Quoique des fois, le but se construit dans la connaissance des choses. Ouais, effectivement. Puis tu sais, tout à l'heure, vous me parliez des défis pour connaître les audiences. Bien justement, est-ce que pour les organisations des arts et de la culture, tu sais, cette capacité de manipuler, de comprendre et de jouer avec les données, j'ai l'impression que ce n'est pas encore... ce n'est pas une pratique qui est mature, hein, si on parle des termes de maturité numérique ou même de littératie, de compréhension de ces usages-là et de ces outils-là qui nous permettent peut-être de passer à un autre niveau, puis de travailler ou d'aborder ces réalités-là différemment. Je pense que ça, c'est un des défis qui sont quand même importants. Puis nous, on s'en rend compte là, de niveau de maturité ou de capacité de voir le potentiel de ces enjeux, de ces outils-là, que sont les données, qui sont très, très polarisées dans le milieu culturel. Comment ça se passe par chez vous? Comment Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean vient supporter les organisations dans la région, dans ce sens-là? Dans l'idée de développer peut-être la littératie ou la maturité numérique, en fait, on le fait de plusieurs façons. Depuis 2018, on a un événement annuel dédié au numérique qui s'appelle Numérique 02. 02, c'est le numéro de région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et les deux premières éditions, 2018-19, on a institué un colloque. Donc, c'était 3 journées d'activités où on faisait venir des experts de partout, les bons coups, on faisait des ateliers de co-création, on réfléchissait, on aménageait des espaces de réseautage où on amenait les professionnels de certains secteurs à venir rencontrer les organismes, les artistes. Donc, c'était vraiment des lieux de rencontre où ça nous a permis d'aborder ces sujets-là du numérique, de prendre notre rôle de leader, mais aussi d'évaluer un peu où est-ce qu'on en était dans la région. Puis on s'est rendu compte, à la fin de 2019,
que le milieu avait peut-être plus besoin d'accompagnement. On le sait que pour s'approprier un sujet ou faire confiance, mais faire confiance à une organisation, des fois, un événement, c'est bien beau, mais on ne développe pas des liens de proximité. Donc, en 2020, on a choisi de transformer notre événement numérique en faisant un incubateur de projets. Puis là, on sort, là, on a terminé en juin, donc on a incubé 8 projets numériques dans la région. C'était des projets super intéressants, mais encore là, des projets très, très différents qu'on voulait structurants, oui, pour une organisation, mais on essaie toujours de travailler comment un projet peut répondre à des besoins individuels, mais répondre à des besoins collectifs aussi. Donc, ça a été une grande aventure et on espère pouvoir le reconduire, là, ce projet-là. C'est que ça, c'est dans notre quotidien. C'est un événement numérique 02, c'est bien ancré depuis 3 ans, les gens connaissent. Sinon, on a assis ensemble tous les partenaires numériques, institutions scolaires, entreprises, organismes d'appui, de soutien, incubateurs numériques, d'autres secteurs ensemble, puis on a créé les journées du numérique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que pendant notre colloque, il y avait 6-7 colloques qui se passaient dans le même mois, puis on a fait comme le printemps numérique à Montréal, mais au Saguenay. On voulait s'appeler l'automne numérique, mais on trouvait que c'était un petit peu trop proche du printemps numérique, on voulait pas copier. Alors on a fait ça nous a vraiment positionné comme un acteur incontournable, la culture, le secteur de la culture, via Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est vraiment reconnu puis en relation avec les partenaires de ces secteurs-là. Et puis là, je m'excuse, ça prend beaucoup de temps, mais on travaille fort le numérique. On a un autre projet, un projet majeur qui est financé dans le cadre du programme Ambition numérique là, du ministère de la Culture. On est en train de réfléchir à développer une plateforme pour agréger les données du milieu culturel, ces fameuses données que nous ne possédons pas comme Conseil de la culture parce que, c'est un jugement personnel de ma part, on était un petit peu en retard au niveau du numérique à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est qu'on se met à jour puis en agrégeant des données pour être capable, comme organisation de représentation, en quelques clics dans un intranet auquel nous aurions accès à cette base de données-là finalement, pouvoir dresser là, un portrait par âge, par secteur, vraiment quelque chose de base, mais qui pour moi, en tout cas pour mon équipe, cette base-là, elle est essentielle à notre capacité de parler au nom du milieu puis de nourrir, à chaque semaine. « Hey, salut, peux-tu me faire une liste de peintres dans la région? T'as peu, là. Il faut encore que je prenne le téléphone ou que je cherche dans mes contacts Facebook, ce qui n'est pas du tout efficient pour une organisation comme nous. Donc, on est en train de travailler à ce niveau-là en essayant de mobiliser aussi des partenaires qui ont déjà des bases de données de d'autres disciplines artistiques, puis de dire, on veut pas prendre vos données, mais on veut se connecter entre nous, puis que notre plateforme soit interopérable, qu'on se connecte, puis que l'important au cœur de tout ça, c'est la découvrabilité des artistes, des organismes, de l'offre culturelle et des expertises aussi. Donc, le numérique, on fait beaucoup de choses pour essayer de se positionner. Est-ce que vous êtes carrément en train de parler même de mutualisation des données pour avoir un portrait d'ensemble? Est-ce que ça va jusqu'à-là? Est-ce que ça va être une mutualisation de données? Je ne sais pas parce que mutualiser, c'est un mot récent. C'est pas récent, mais on l'utilise à grande échelle récemment, puis je trouve qu'il est utilisé à plusieurs sauces. Puis je n'oserais pas le nommer, le dire dans mon projet. Moi, c'est vraiment le principe, on veut fédérer. Puis c'est sûr qu'on parle de données publiques qui vont être ouvertes, qui vont être partageables, puis qui vont s'échanger là, d'une plateforme ou d'un site web à l'autre. Peut-être diriez-vous, mais oui, Gabrielle, c'est de la mutualisation, mais pour moi, c'est pas dans cet esprit-là. Parce qu'on a des gens qui font des projets extraordinaires dans la région puis qui ont développé des expertises en mutualisation pour les voir aller depuis 3-4 ans. C'est des démarches qui sont longues et qui nécessitent beaucoup de choses en amont pour arriver à faire des projets où cette mutualisation-là, dans son sens peut-être le plus complet. Donc, je pense pas, Bruno, que je dirais que c'est un projet de mutualisation de données plus que de... Mais déjà, vous parlez de fédérer les données, c'est déjà... Il y a une synergie. Une étape. C'est ça. Oui, tout à fait. La synergie, c'est intéressant, oui. Ça a été quoi la réaction des organisations lorsque vous êtes arrivé avec cette idée-là, d'aller chercher, de répertorier les données pour arriver à essayer de créer un paysage, un portrait de la région? Sur l'idée, le principe que nous endossons ce rôle-là, je crois que le milieu le reconnaît et l'appuie. Maintenant,
même pour mon projet, je me suis dit, OK, encore une plateforme. Hein. Je pense que la plateforme, c'est encore plus galvaudé là, que la mutualisation, ce qui veut dire que il y a beaucoup d'organisations qui ont déjà des répertoires sur leur site, qui travaillent déjà avec des bases de données, qui mettent à jour manuellement, etc. Fait que, on a vu une curiosité, un intérêt, mais notre projet est tellement... Oui, c'est une base de données, mais c'est plein d'autres choses aussi là, qu'on veut réfléchir jusqu'à la gouvernance numérique. Fait que là, on fait des choses très concrètes, mais dans une perspective où on veut déployer une vision à long terme pour le secteur qui serait super structurante, ce qui fait que pour l'instant, les gens disent « ben oui, ça nous intéresse que tu nous tiennes au courant », mais je vois qu'il y a d'autres organisations de regroupement dans d'autres secteurs qui font aussi des ententes avec d'autres organisations, peut-être à l'extérieur. Ça fait que je vous dirais que cette capacité-là de ramener les organismes qui ont déjà des avancées à ce milieu-là, ça demeure un défi. Puis c'est des négociations, c'est une façon de mettre en marché aussi notre projet en fait, avec beaucoup de délicatesse dans l'idée où le changement, ou quelqu'un qui arrive et qui dit « moi je veux agréger, je veux centraliser », mais ça peut créer des résistances. Alors, on est en train de développer là, des approches là, qui vont être vraiment dans l'idée du partage et de la collaboration et non pas de s'approprier les choses. Vous en avez mentionné quelques-uns, mais je suis curieux, je repose la question. Qu'est-ce que vous escomptez comme résultat à la fin de tout ce cheminement-là? On souhaite, en fait, dans un premier temps, avoir accès en temps réel à des données. On veut offrir, on veut permettre aux artistes, aux organisations d'être découvrables, c'est-à-dire qu'il y a un répertoire, là, je donne un exemple, souvent un préfet d'MRC qui se pose la question, mais voyons, y en a-tu des artistes sur mon territoire? Et il fait culture, portail culturel Saguenay-Lac-Saint-Jean, on ne sait pas comment ça s'appelle encore, mais puis là il y a un moteur de recherche qui écrit MRC Marie-Chapdelaine, artiste, et puis là, oups, sur la carte, hey, il y en a 47, il n'aurait jamais pensé qu'il y en aurait 47, donc tout ce volet-là, ça n'existe pas encore, puis je suis toujours un peu gênée de le dire, là, mais c'est la base pour nous. Ensuite, les autres résultats escomptés, ben, à travers ce projet de plateforme-là, on a évidemment toute une démarche de sensibilisation de littératie sur la donnée. Donc, on a un projet de 2 ans avec des experts de partout au Québec qui vont nous aider à créer des contenus pour sensibiliser puis éduquer nos pairs dans la région. Donc, tout le volet que le milieu culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean acquérisse des connaissances, comprenne pourquoi on parle de données, pourquoi c'est important. Le numérique, c'est là pour rester. C'est pas une fin en soi, c'est seulement qu'un moyen pour mieux travailler ensemble, mieux être découvrable, puis mieux faire rayonner les arts et la culture. Donc, dans les résultats escomptés, il y a toute cette sensibilisation, éducation-là. Ensuite, pour nous, ce projet-là, c'est la première phase d'une vision pour développer un outil de gouvernance numérique. Donc, comment, en mieux se connaissant, puis en étant capable de dresser un portrait, ça c'est une chose, mais comment aussi un outil numérique peut être un outil de communication en temps réel qui, pour une organisation de représentation, dès qu'il y a quelque chose qui sort dans l'actualité ou quand il y a un enjeu pour lequel il faut aller chercher des opinions, des avis ou sur lesquels il faut se consulter pour réfléchir, se positionner, on peut-tu réfléchir à un outil qui va nous permettre d'être en communication le plus souvent, de pouvoir réfléchir, faire des plans stratégiques, mais à travers cet outil-là, puis prendre en main le développement de notre secteur dans la région, puis de le faire ensemble. Parce que, tu sais, c'est le fun d'envoyer des courriels, c'est le fun de faire des tournées d'appels, mais est-ce que ça multiplie pas les choses à faire, puis c'est pas un peu comme rentrer des données manuellement, c'est long, puis c'est pas toujours à jour. Ça fait qu'est-ce qu'on peut être en communication plus directement, plus souvent? Ça, c'est une phase ultérieure, si on veut. Puis il y a un autre élément aussi qui est finalement dans notre vision de ce projet-là. On veut, en fait, offrir au milieu la capacité d'avoir accès à un intranet ou un compte usager dans lequel l'ensemble des services de culture va être disponible, mais si, par exemple, une organisation une autre organisation d'une autre discipline offre des services aussi, bien, on voudrait que cette personne-là soit connectée, mais
à travers le même compte. Donc, on parle d'identifiant unique aussi parce qu'on le sait, vous le savez, c'est dans notre quotidien à chaque jour, à chaque semaine. Pour avoir accès à un service, il faut qu'on se crée un compte. Moi, quand ça prend plus qu'un clic, souvent, je dis pas grave, je vais trouver mon service d'une autre façon. Est-ce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à travers ce principe, cette volonté de rassembler les choses, d'interconnecter, on n'aurait pas un compte identifiant? Puis si tu es sur le site du regroupement des métiers d'art, tu rentres dans ton compte sur le site des métiers d'art, mais tu as la même interface que si tu étais rentré dans ton compte de culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est qu'on veut aussi optimiser peut-être l'ensemble des services et de l'offre des organisations de soutien pour vraiment être en mesure de mieux servir cette communauté-là. Voilà, c'est un autre des objectifs. Gabrielle Desbiens, merci d'avoir partagé cette expérience que vous êtes en train de vivre chez Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis tout le travail que vous êtes en train de faire pour la région. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Dans cet épisode, nous avons entendu parler de collecte et de valorisation des données, mais aussi des nombreux avantages de mutualiser les données du milieu culturel à l'échelle locale, comme celui de faciliter l'accès aux activités culturelles pour l'ensemble des citoyens. Le changement vers le numérique apporte son lot de défis, notamment comme nous l'a mentionné Gabrielle Desbiens de l'organisme Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui vient entre autres soutenir les organisations de la région à aller chercher leur public de multiples façons.